Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'ICV. Il est organisé aujourd'hui par le centre ICV Pyrénées-Roussillon. Nous parlons aujourd'hui de l'extraordinaire pouvoir des lits dans les vins. Et en effet, les lits jouent un rôle essentiel dans le profil des vins. Au cours de la fermentation, les levures se multiplient, elles assurent la transformation des sucres en alcool. Mais ce n'est pas tout, elles ont encore bien d'autres effets sur le vin durant ces phases fermentaires. Et puis, ces interactions se poursuivent bien au-delà, durant la fin des fermentations et encore pendant l'élevage des vins. Ces échanges font donc partie de la vie du vin. Bien les comprendre, c'est aussi affiner vos vins. Pour vous aider à comprendre ces phénomènes et surtout les mettre à profit dans les vins, nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Caroline Bonnefond, qui est docteur en microbiologie et chargée des projets biotechnologie à la direction scientifique du groupe ICV, qui vous éclairera sur ces phénomènes naturels d'autolyse des lits. Et puis, nous avons 2 œnologues consultants pour parler plutôt des aspects pratiques en cave, avec tout d'abord Julien Meffre, qui est consultant sur la zone Provence-Brignoles, et puis Jérôme Dupont, qui est consultant sur la zone Pyrénées-Roussillon. Avant de leur donner la parole, juste un petit point pour vous les participants. Vous n'avez pas de micro et pas de main levée. En revanche, vous pouvez tout à fait poser des questions via un petit encart qui vous est proposé. Vous le trouverez sur la flèche blanche qui est sur fond rouge et vous allez dans le menu questions et vous posez vos questions. On tâchera d'y répondre en fin de présentation. Voilà, sans plus attendre, eh bien, je vais passer le relais à Caroline Bonnefond. Voilà, Caroline, tu devrais avoir le relais à présent pour pouvoir présenter. Bonjour à tous, c'est bon, ma présentation est ouverte? Oui, ta présentation est ouverte. Donc bonjour à tous, donc en introduction de cette matinée technique sur les lits de vin, je commencerai par les aspects plutôt théoriques des lits de vin, où on définira ce qu'on entend par lit. Puis nous aborderons les phénomènes de autolyse et de relargage qui leur sont associés. Et nous terminerons ensuite avec leurs différentes propriétés qui sont décrites dans la littérature scientifique. Donc, si on observe la coupe transversale d'un fût, on voit où sont situés les lits. Et si on regarde ce que dit le règlement communautaire, les lits de vin sont définis comme le résidu qui se dépose dans les récipients contenant du vin, que ce soit un fût ou une cuve, après la fermentation alcoolique et lors du stockage du vin. Les lits sont également définis comme le résidu obtenu après filtration ou centrifugation d'un vin. Les lits représentent en général 2 à 6% du volume de vin cuve. Et intrinsèquement, elles sont constituées de 30 à 40% de résidus organiques, de 35 à 45% de micro-organismes et de 25 à 35% de sels tartriques. Les lits fraîches sont autorisés pour être utilisés lors d'un transfert d'une cuve à une autre par la réglementation communautaire, dans des quantités qui ne doivent pas être supérieures à 5% du volume du produit à traiter, du volume de la cuve. Et ces lits sont décrites comme devant être fraîches, saines et non diluées, contenir des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Donc, c'est des termes un peu pas très définis, fraîches, saines, bon, non diluées, on voit ce que ça veut dire, mais
voilà, c'est la terminologie réglementaire est un peu floue dans les pratiques. On va distinguer deux types de lits, les lits lourdes et des lits légères. À l'ICV, on préfère parler des lits sous cette dénomination-là, et plutôt que parler de lits grossières et lits fines qui sont souvent évoqués, mais qui pour nous n'a pas vraiment de sens technologique. Donc nous, on définira les lits lourdes comme l'ensemble de particules qui, après mouvement puis soutirage d'un vin, se déposent en 24 heures à 20 degrés dans une cuve de 3 mètres de hauteur. C'est pour nous un élément opérationnel pratique en cave pour bien les distinguer des lits légères, les séparer et que tout le monde parle de la même chose, même si on peut approximer un peu cette définition parce que tout le monde n'a pas forcément une cuve de 3 mètres de hauteur à disposition. Si on les observe au microscope, donc ces lits lourdes, on se rend compte qu'elles sont essentiellement constituées de particules d'une taille allant d'une centaine de microns à quelques millimètres. On y trouve des particules végétales, des agglomérats de cristaux de tartre, des amas de levure, de la matière colorante et des tanins, et des flocons provenant de réactions qui ont eu lieu entre protéines, sucres et tanins au cours de la fermentation alcoolique. On retrouve ce type de particules à peu près dans toutes les couleurs de vin, enfin de lits obtenus après vinification de différentes procès, que ce soit blanc, rosé ou rouge. Elle sédimente très rapidement, puisque en à peine 2 heures, on arrive à récupérer presque 5% du volume de la cuve en forme de lit. Et si on prolonge le temps d'attente de 24 heures, comme on a défini pour nominer les lits lourdes, on gagne à peine un point de pourcentage parce on passe à peu près à 6% du volume de la cuve. Donc ces lits lourdes sont parfois très végétales, ont des odeurs un peu fortes. Et en revanche, si on observe ensuite au microscope les lits légères, on les appelle ainsi en raison de leur taille notamment, puisque là, pour le coup, les particules sont plus petites. On est plutôt de l'ordre du micron à quelques dizaines de microns. Et parce qu'elles restent en suspension, en fait, au-delà des 24 heures après mise en mouvement. Donc, elles sont essentiellement constituées de levures et bactéries. Elles représentent à peu près la moitié de la biomasse produite au cours de la fermentation alcoolique. Une petite exception toutefois à cette classification binaire lit lourde, lit légère, pour les vins liquoreux qui sont touchés par le botrytis, on n'arrive pas à faire le distinguo parce que les sucres retiennent toutes les particules en suspension, donc là ça devient beaucoup plus compliqué. Si on regarde d'un point de vue microbiologique maintenant ce que contiennent ces lits, donc on l'a dit, une majorité de levures et de bactéries en présence, qui sont au début viables, puisque là, comme le montre cette étude, une étude réalisée par des Italiens sur des lits de pinot noir, ils ont constaté donc que fin fermentation alcoolique, les lits récupérés contenaient des levures et des bactéries viables, donc des levures à hauteur de à peu près 5 millions de cellules par millilitre. Pour vous donner une indication, au cours de la fermentation alcoolique, on est à peu près à entre 50 et 100 millions. Donc, voilà, un petit résidu de levure viable et des bactéries lactiques. Cette viabilité chute au cours du temps, puisque 6 mois après, ils ont étudié ces mêmes lits. Et là, on a quasiment plus de levure viable. On a un peu plus de bactéries lactiques. Mais c'était parce que la malo entre les deux s'était déclenchée. Ils ont ensuite, sur d'autres types de lits, un autre lot de lits de pinot noir, essayé de voir quels étaient les genres et espèces en présence.
Donc là, ils ont trouvé que pour les levures, c'était essentiellement des Saccharomyces qui étaient présentes, mais avec une part non négligeable de levures non Saccharomyces. Ils ont cherché les Brettanomyces qu'ils n'ont pas trouvé sur ce type de lit-là. Et ensuite, quant aux bactéries, c'était des bactéries de genre Rhinococcus soni qui ont été identifiées. Et vous voyez, sur ce deuxième lot de lit, ils n'ont pas retrouvé de bactéries au bout de 6 mois. Il faut savoir que là, c'est juste un exemple qu'il ne faut pas généraliser parce que la composition microbiologique des lits est vraiment fonction du déroulé de la fermentation alcoolique, des conditions environnementales, savoir si la pression microbienne au départ est forte, si le raisin est sain, et, ce qui conditionnera la composition microbienne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert là. Donc, ces lits, elles sont utilisées pour l'élevage de certains vins. On dit donc que les vins sont élevés sur lit ou travaillés sur lit. En général, l'élevage sur lit se fait sur lit légère, donc après un premier soutirage, mais il existe pour certaines pratiques des élevages sur lit total. On garde tout. Cette méthode de vieillissement se pratique sur vin rouge, beaucoup en Bourgogne, mais principalement sur vin blanc dans certaines régions viticoles bien identifiées. C'est le cas notamment dans le pays nantais pour la plupart des muscadets qui sont élevés sur lit. Donc là, pour pouvoir bénéficier de l'appellation, il faut que les lits soient conservés jusqu'au mois de mars qui suit la vinification. Mais d'autres types de vins en Savoie et en Bourgogne également sont élevés sur lit. À l'étranger, cette pratique se fait en Suisse, en Australie, au Japon, où c'est censé relever la platitude de certains vins. Et enfin, tous les mousseux basés sur la méthode champenoise sont laissés plusieurs mois en contact avec les lits. Et là aussi, pour pouvoir bénéficier de l'appellation vin de Champagne, l'élevage doit être de 15 mois minimum, avec 12 mois obligatoires sur lit. L'efficacité de cet élevage de vin sur lit repose entre autres sur l'opération de bâtonnage. Donc cette action permet en fait de remettre en suspension les lits et de les mettre en contact avec le vin pour favoriser les interactions entre les différents composés en présence. Comme le montre la photo, cette action le bâtonnage est réalisé dans les fûts à l'aide d'un outil qui est appelé dodine, une sorte de grande spatule qui remet donc en suspension les lits. Et lorsque l'élevage se fait en cuve, là, c'est souvent des remontages au gaz ou une agitation s'il y a une pale au fond de la cuve qui peut remettre en suspension les lits. La fréquence de ce bâtonnage est vraiment en fonction de l'expérience du vigneron, de la connaissance de son vin, enfin, voilà, il gère un petit peu, c'est vraiment du cas par cas et de l'expérience. Il faut savoir qu'en général aussi, la quantité de lits produite pendant la période de vinification est souvent largement supérieure aux besoins des caves pour élever les vins sur lit. Donc, le reliquat de lit est envoyé à la distillation qui en extraira l'alcool et qui les valorisera. Donc, au cours de la conservation des vins sur lit, les levures qui sont présentes dans les lits évoluent tout en se dégradant. On a vu qu'il y avait une perte de viabilité. Et donc, l'autolyse, qui est le phénomène biologique à l'origine de cette dégradation, participe justement à la particularité et à la typicité des vins élevés sur lit. Alors, l'autolyse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ensemble de réactions qui se manifestent très lentement au sein de la levure, chez la levure non viable.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que la levure, de par son vieillissement, voit sa structure intracellulaire, donc à l'intérieur, perturbée, ce qui a pour conséquence d'entraîner une libération d'enzymes hydrolytiques, des glucanases, des protéases principalement, à l'intérieur de la cellule. Ces enzymes, une fois activées, vont interagir avec les biopolymères qui sont à l'intérieur de la cellule de levure et sur les parois, en bordure, qui sont des biopolymères des protéines, des lipides, des polysaccharides. Et donc, ces enzymes interviennent et hydrolysent ces biopolymères en composés plus petits, ce qui a pour conséquence d'aboutir à l'accumulation de produits hydrolysés. Donc là, c'est des composés plus petits, c'est des acides aminés, des peptides, des sucres, des bouts de lipides. Et en fait, dans une dernière étape, la taille de ces produits hydrolysés intracellulaires ou de la paroi des membranes, enfin les manoprotéines et les glucanes, ces petits composés sont de taille assez petite pour diffuser à l'extérieur de la cellule et être relargués dans le milieu vain. Une des caractéristiques de cette autolyse est la lenteur du phénomène. En effet, souvent les élevages se font à température basse et elle se manifeste très lentement. Par exemple, pour certains vins de Champagne, avant qu'elle s'enclenche, que le système autolytique enzymatique soit activé, des fois on attend entre 6 et 9 mois. Un des facteurs qui peut influencer cette autolyse et l'accélérer, c'est la température. Donc l'INRA, il y a quelques années, Patrick Huchot avait mis en place des petites expériences qui consistaient à produire trois lots de levure de lit qu'il avait placé à 3 températures différentes. Donc tout d'abord à 15 degrés. Et il avait regardé les quantités de manoprotéines qui étaient relarguées. Donc on voit que en 12 mois à 15 degrés, le premier lot de levure de lit avait relargué à peu près 80 mg de manoprotéines. Et le même lot de lit placé à température beaucoup plus forte, à 28 degrés, en 6 mois, donc la moitié du temps, avait relargué le double. Et enfin, le troisième lot de lit est resté au bout de 6 mois à 15 degrés, pendant 6 mois, pardon, à 15 degrés, et ensuite on l'a placé à 28 degrés, et là on voit la vitesse de relargage qui s'accélère. Donc un impact sur la température sur cette autolyse. Un autre facteur qui impacte l'autolyse, c'est la présence de polyphénol. Là, l'équipe de DOCO a fait des photos de levure de lit au cours de l'autolyse, avec présence ou pas de polyphénol, et on se rend compte que la cinétique d'autolyse est largement influencée par la présence de polyphénol. Les enzymes d'autolyse et certains tanins interagissent entre eux et ralentissent le phénomène. Donc en gros, les polyphénols ont un rôle un peu protecteur dans de la cellule de levure, notamment des manoprotéines de la paroi. L'autolyse naturelle donc, de la levure doit être distinguée de l'autolyse induite, qui elle peut être provoquée volontairement par différents facteurs extérieurs qui fragilisent très rapidement les membranes de la levure en activant les enzymes et permettent donc une libération également plus rapide des composés d'intérêt. Donc cette autolyse, elle peut être induite par des facteurs physiques comme la température, on l'a vu tout à l'heure, mais à des températures beaucoup plus élevées, où on est par exemple à des températures entre
40 et 55 degrés, là, on active le système enzymatique à son maximum, donc on a une autolyse largement accélérée. Il peut y avoir d'autres types de pression pour induire l'autolyse, comme la pression osmotique, où là, on joue sur les concentrations de NaCl, de sel pour l'accélérer. On peut également jouer sur le pH, où là, une autolyse à pH 5 est quand même beaucoup plus efficace qu'une autolyse à pH 3,5 à peu près du vin. On peut jouer sur le changement de la force ionique. Si en présence, il y a des ions calcium ou magnésium, là aussi, l'autolyse sera accélérée. Enfin, la teneur en alcool impacte l'autolyse, c'est-à-dire qu'on aura une meilleure autolyse à 10 degrés, à 10% qu'à 12%. Donc, ce processus naturel d'autolyse dans la vraie vie de la cave, donc on l'a vu, est lent. Il est également coûteux par le matériel qu'il nécessite, souvent des barriques qui sont chères ou des cuves immobilisées pendant toute la période d'élevage. Coûteux également par la mobilisation humaine qu'il peut impliquer pour le suivi d'élevage, les bâtonnages à réaliser, les dégustations pour surveiller les développements éventuels de gouttes réduits et les risques de contamination, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, il n'y a pas que forcément des levures et des bactéries. Il peut y avoir des micro-organismes type Pichia ou Brettanomyces qu'il faut surveiller et que ces lits restent saines. C'est pourquoi, pour faire face à ces contraintes économiques, ont été développés depuis plus d'une vingtaine d'années des produits dérivés de la levure, donc à usage biologique, et préparés par autolyse induite, en jouant sur les températures, les pH, pour justement tirer parti des qualités des composés libérés ou accessibles par la levure. Donc, parmi les dérivés de levure proposés qui sont produits par autolyse, on trouve les levures sèches inactivées, les LSI, les écorces de levure, les autolysats et les extraits de levure. Donc, comme le montrent ces schémas, les LSI sont obtenus après des pressions de température, de pH. La structure de la levure est altérée et permet la libération de produits. Donc là, on a le contenu cellulaire qui est toujours présent et des trous, on va dire, dans la membrane. Les écorces de levure, elles, quant à elles, sont que les parois. Il n'y a plus de contenu cellulaire. Et ensuite, les autolysats, eux, quant à eux, sont la membrane a été plus favorisée. On va dire que les trous sont plus grands. Et enfin, on trouve des extraits où là, il n'y a plus de parois, c'est que le contenu cellulaire. Donc, seuls les 3 premiers produits, LSI, écorce et autolysa, sont autorisés par le règlement européen. Les extraits ne sont pas autorisés. Ces 3 catégories de produits sont classés comme des nutriments ou des activateurs de fermentation. Ils ne sont utilisables que pendant les phases fermentaires, à l'exception des LSI qui peuvent être juste, elles, utilisées sur vin, mais pour traitement de vins riches en OTA lors des étapes de clarification ou d'élevage. Jérôme, tout à l'heure, donc ces produits ont des capacités autolytiques différentes. Jérôme, tout à l'heure, vous en parlera et vous détaillera un peu mieux tout ça. Ensuite, il existe d'autres outils qui peuvent accélérer l'autolyse. C'est le cas des enzymes bêta-glucanases. Donc, ces enzymes dégradent les glucanes, qui sont les composés principaux de la paroi des champignons, dont les levures Saccharomyces. Traditionnellement, les bêta-glucanases sont utilisées en œnologie pour traiter les vendanges botrytisées afin d'améliorer la filtrabilité des vins. Mais actuellement, ces enzymes connaissent un certain regain d'intérêt parce qu'associées à un élevage sur lit, elles permettent d'accélérer les phénomènes d'autolyse. Parmi d'autres outils qui permettent d'accélérer l'autolyse, on trouve 3 autres technologies qui ont été récemment validées par l'OIV.
mais pas encore par la communauté européenne, c'est les ultrasons, les champs électriques pulsés et les procédés utilisant des hautes pressions. Donc les ultrasons et les champs électriques pulsés, en fait, leur objectif est sur la vendange extraire de manière plus accrue les polyphénols, la couleur et les arômes. Les ultrasons, en fait, fonctionnent par cavitation. Ils permettent de former des grosses bulles qui grossissent, qui explosent et qui engendrent des pressions qui font que les cellules, qu'elles soient végétales ou des micro-organismes, les membranes se cassent. Et donc, ainsi, le relargage est prévu et permis. Les champs électriques pulsés, donc là, pour la petite histoire, l'IFV a fait une demande pour que cette pratique soit acceptée par l'Union européenne. Donc là, les champs électriques pulsés, on applique des fortes tensions de courte durée à des cellules biologiques et là aussi, l'effet est casser les membranes et relarguer. Ensuite, depuis peu, sont autorisés par l'OIV juste l'utilisation de haute pression. Donc là, l'objectif est clairement la cible est clairement les micro-organismes, puisqu'en fait, c'est pour assainir la vendange avant l'ajout pour assainir la vendange en tuant les micro-organismes indésirables qu'on peut retrouver au départ sur mou et pour permettre ensuite, en ajoutant des micro-organismes sélectionnés, de travailler sur un milieu sain. Donc, comme vous l'aurez constaté, l'autolyse est quelque chose de très important lors de l'élevage des vins sur lit. Associée au bâtonnage, elle favorise le relargage d'un certain nombre de macromolécules, donc des polysaccharides, des manoprotéines, des composés azotés, des acides gras, des acides nucléiques, qui eux-mêmes auront une action sur le profil du vin, sur sa rondeur, son gras. Ils vont avoir un rôle sur la stabilisation colloïdale avec une stabilisation au niveau des cases tartriques et protéiques, permettront au vin d'avoir un meilleur potentiel de garde, une meilleure persistance aromatique, mais il faut faire juste attention que ces produits, ces molécules relarguées peuvent être un substrat par contre pour des micro-organismes indésirables. Ça peut être des nutriments pour justement des brettes qui peuvent se développer. J'ai essayé de vous résumer l'impact de ces molécules en lien avec le profil du vin. Donc, on va d'abord trouver des lipides. Ça sera essentiellement des stérols et des triglycérides qui, eux, vont avoir un effet sur le vin parce que ce sont des précurseurs d'arômes et vont participer dans la formation de nouveaux esters, d'aldéhydes et de cétones. On trouve ensuite les composés azotés. Donc là, c'est essentiellement des composés sous forme de petits peptides acides aminés qui interviennent dans la sucrosité, l'amertume du vin et les acides aminés aussi comme précurseurs d'arômes. On trouve ensuite des nucléotides ou des nucléosides, donc des acides nucléiques additionnés de sucre, de pentose et de phosphate, qui eux ont un impact plutôt comme exhausteur de goût. On pense notamment au glutamate qui permet de relever, d'exercer le goût. Il y a ensuite des thiols qui peuvent être relargués. On pense au glutathion qui a un rôle antioxydant, donc qui du coup permettra de préserver le potentiel aromatique du vin, mais également des composés qui, en présence sur la paroi de la levure, peuvent absorber certains thiols désagréables, certains mercaptans. Donc ça, c'était les travaux de Valérie Lavigne et de Denis Dubourdieu qui avaient montré que les levures de lit avaient la capacité de bloquer certains mercaptans nauséabonds. Les polyphénols aussi interviennent au cours de l'élevage des vins sur lit, puisqu'ils sont pour certains absorbés sur la paroi levurienne
et ont pour effet, du coup, si c'est les polyphénols du bois, d'atténuer le caractère boisé, mais aussi ont un rôle antioxydant. Et enfin, une autre grande famille, les polysaccharides. Donc là, c'est essentiellement des manoprotéines et des glucanes qui, eux, interagissent avec les composés d'arômes, on va le voir tout à l'heure, jouent sur la sucrosité, impactent le volume en bouche et jouent sur la qualité et la finesse de la mousse dans les cas des effervescents. Donc, je reviens sur l'impact des manoprotéines et leur lien avec les composés aromatiques. Il y a quelques années, on a mené une étude conjointe avec l'INRA où on a isolé de 2 souches de levure différentes, la D21 et la D80, les manoprotéines. Ces manoprotéines, en fait, ont été obtenues en quantité similaire pour les 2 souches, mais elles ont été ensuite classées par poids moléculaire, faible poids moléculaire, moyen et haut poids moléculaire, et mis en présence de composés aromatiques, donc là de hexanoates d'éthyle qui sont la pomme ou la mangue, et de composés aromatiques bêta-ionone, donc c'est un composé à odeur de violette. On s'est rendu compte que ces manoprotéines avaient un rôle de fixateur d'arômes qui permettait de durer plus longtemps la sensation, enfin voilà, permettre une meilleure persistance aromatique, voilà. Et on s'est rendu compte que ces manoprotéines, en fait, n'avaient pas la même capacité, les manoprotéines d'une souche à une autre n'avaient pas la même capacité de justement retenir cet arôme. On se rend compte que, par exemple, pour la D21, c'est la bêta-ionone est très bien retenue par des manoprotéines de type de faible poids moléculaire, tandis que pour la D80, elle n'était pas, ces manoprotéines de faible poids moléculaire ne retenaient pas forcément la bêta-ionone. Donc un impact sous le terme manoprotéine qui est vraiment d'ordre pas quantitatif mais qualitatif et propre à chaque souche. C'est pour ça que l'impact de la souche sur la qualité de la lie est très important. Je terminerai par vous rappeler les principales propriétés physico-chimiques qui ont été décrites pour les levures de lie. Donc les lies ont un pourvoir, on le sait, fortement réducteur sur le vin, car elles consomment une grande partie de l'oxygène présent dans la cuve et surtout lorsqu'elles sont en suspension. En revanche, lorsque ces levures sont immobiles, empilées et compactées en fond de cuve, elles peuvent relarguer des composés soufrés malodorants, et ce de manière intense, et font courir le risque d'odeur soufrée, de goût métallique. Donc là, c'est aux vignerons de faire attention à ces arômes indésirables liés à cette réduction. Ça peut sentir le chou, l'ail, l'œuf pourri, en aérant plus ou moins longtemps et en embrassant ces lies. Donc le maintien prolongé du vin sur lie en barrique de par la porosité du bois à l'oxygène permet, ou en cuve sous micro-oxygénation, ce maintien prolongé sur lie permet des élevages quand même plus oxydatifs tout en préservant les arômes fruités du vin. Les lies en interférant avec l'oxygène ont un rôle protecteur et le potentiel, par exemple, d'oxydation d'un vin sans lie est beaucoup plus fort que un vin qui, justement, contiendra des lies. Il a été montré aussi, il y a quelques années, que les lies étaient capables de consommer de l'oxygène. Donc, cette capacité de consommer d'oxygène était détectable jusqu'à 18 mois d'élevage. À l'origine, cette consommation d'oxygène est biologique, puisqu'on a encore des cellules de levure qui sont vivantes. Puis, après, elle est chimique. En fait, il a été montré que l'oxygène attaquait préférentiellement certains lipides présents sur les membranes cellulaires, certains stérols, et qui faisait que l'oxygène était en fait utilisé pour une sorte d'oxydation.
que là, comme pour les manoprotéines, la consommation d'oxygène était souche dépendante, toutes ne consommaient pas à la même vitesse. Que plus la levure avait, il a été montré aussi que plus la levure avait reçu de l'oxygène pendant sa fermentation alcoolique, moins elle le consommait rapidement ensuite pendant le travail des lies légères. Et ensuite, il avait essayé d'être estimé la capacité totale de lies pour une souche donnée, dans une condition donnée, sur un temps donné. Et en fait, voilà, les capacités totales de consommation d'oxygène des levures sous forme de lies avaient été estimées entre 4 mg et 30 mg. Les lies interagissent avec les polyphénols. Les travaux de Vasseroux avaient montré il y a quelques années que les lies, en absorbant certains anthocyanes, avaient une capacité à gérer, à décolorer des vins tachés, peu ou moyennement tachés. Il a été également montré que les lits de levure pouvaient intervenir dans le rosissement oxydatif. Donc là, c'était les travaux de Dubourdieu et Ribeiro-Gaillon qui expliquaient qu'elles étaient capables d'absorber les molécules responsables du pinking et que l'élevage sur lit diminuait fortement la sensibilité des vins blancs justement à ce rosissement oxydatif. La proportion de polyphénol oxydable en fait était bloquée par la présence de lit. Enfin, les lies sont impliqués dans la stabilisation tartrique et protéique. Donc là, c'est des manoprotéines, certaines manoprotéines, qui ont été isolées et qui activent, stabilisent d'un point de vue tartrique et protéique les vins. Donc pour conclure, on voit donc l'élevage sur lit se caractérise par le phénomène d'autolyse de la levure et son relargage de composés d'intérêt. L'élevage des vins sur lit a été largement étudié justement à travers l'autolyse, mais là encore, les modèles d'études sont très variés. Certains auteurs travaillent sur des milieux synthétiques, des vins à des pH différents. Donc, on trouve dans la littérature des intensités de composés relargués qui varient du simple au centuple. Enfin voilà, parce qu'en fait, les conditions de production, de relargage, de mesure, ce ne sont pas les mêmes d'un auteur à l'autre. On a donc vu que les lies étaient un matériel vivant au départ, qui évoluait tout au cours de l'élevage et qui avait de multiples propriétés, qu'il fallait faire attention à leur qualité. L'impact de la souche de levure est important. Il faut faire attention aux contaminations éventuelles qui peuvent perturber cet élevage. Quant à la gestion justement de cet élevage, là je laisse la parole à Julien et à Jérôme qui vont vous expliquer leur mise en œuvre pour justement potentialiser tous les avantages des lits. Alors, je vais prendre la suite pour vous présenter voilà, un peu les aspects pratiques de ce que vient nous raconter Caroline. Bon, il y a vraiment des choses théoriques, la réglementation, toujours des aspects un peu compliqués quelquefois à voir, mais c'est bien aussi d'arriver dans la précision pour essayer de comprendre ce que l'on fait véritablement en cave. Donc moi, je vais avoir une présentation plutôt orientée cave, pratique, et vraiment sur les lits naturels, celles qu'on en a à travers les fermentations alcooliques.
Donc, je vais là aussi, moi, commencer par quelque chose d'assez schéma général, vinification de rouge, voir un peu où est-ce qu'on les prend, ces lits, vraiment la définition que l'on a et lesquels nous intéressent véritablement. Donc, dans un premier temps, en rouge, les lits de levure, on va les retrouver quand même essentiellement dans la cuve de fermentation. Donc, c'est là qu'on va retrouver des lits lourdes et des lits légères, et qui sont, elles sont sous le marc, généralement, sur des fermentations rouges, on va dire traditionnelles, de macération. Elles sont sous le marc, donc elles ne sont pas obligatoirement très accessibles. On va pouvoir récupérer des lits de FA sur les jus de goutte, notamment sur les derniers filets de vin qui coulent de la cuve. Là, on peut avoir effectivement un peu de lit, mais sinon, le gros, on a du mal à l'avoir. Là où on peut faire une petite différence, c'est au niveau du pressurage du marc, sur lequel on peut avoir des lits, mais surtout ce que l'on va avoir, c'est des bourbes. Donc beaucoup plus de matière végétale triturée que de lit. Donc ce n'est pas obligatoirement là-dedans qu'on va essayer de trouver la composition de la levure qui nous intéresse. Vous allez avoir aussi des lits de malo. Donc des lits de malo, c'est des lits de bactéries. Dans la définition que vient de donner Caroline par rapport à la réglementation, il parle de lits de levure. Mais il n'empêche que c'est là qu'on arrive le plus facilement à les récupérer, puisqu'on est en phase liquide. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'articles qui parlent vraiment des lits de bactéries. Ce que Caroline nous a présenté, c'est beaucoup sur la levure, l'autolyse de la levure. On parle peu de bactéries. Il y a peut-être un champ d'investigation à avoir là-dedans. On va avoir d'autres lits qui vont être des lits d'élevage. Alors, les lits d'élevage, globalement, c'est de la matière colorante, ça peut être plein de choses, un peu des lits aussi levuriennes ou bactériennes qui vont diminuer, mais là aussi, ce n'est pas là qu'on a le plus d'efficacité par rapport à vraiment ce qu'on cherche dans une élevage. Et puis, si jamais vous avez des lits dans la bouteille, généralement, ce n'est pas très agréable pour le consommateur, quoique si c'est un vin qui a 50 ans, peut-être que là, c'est recherché. Bon. Dans l'idée, c'est pas là où on a le plus d'intérêt. Voilà. Donc, en rouge et en face solide, le travail de lit est pas facile. Récupération à l'écoulage. On verra, je vais essayer de vous présenter quelques techniques de brassage sous le marc. Ça existe. Il y en a quelques-uns qui s'y essayent en tout cas. Alors, je vais mettre des alertes à chaque fois sur quasiment toutes les présentations. Vous allez voir une étoile rouge qui va apparaître. Attention, là, on parle de mélange microbien. Donc contamination croisée. Si vous avez quelque chose qui fermente pas très bien, inévitablement, il peut y avoir une multiplication des levures et une multiplication des types de levures et pas que des choses intéressantes au niveau microbiologique ou du moins des choses un peu plus risquées. Pour le blanc et le rosé, alors en blanc, en rosé, globalement, on a un peu plus de facilité. La première étape avec le débourbage, c'est des bourbes. Pas des lits, puisqu'on n'a pas encore de levure. Ou du moins les bourbes, à la rigueur, c'est peut-être des indigènes peu intéressantes ou du moins risquées, mais on parle de détritus végétaux et non pas de population de matière issue des levures. Donc, bien différencier les bourbes des lits. Par contre, là, effectivement, en fin de fermentation, vous avez 1, 2, 3, 5% de lit total, donc lourde et légère, que l'on va retrouver généralement en fond de cuve à la cour de la fin de fermentation. Et donc, effectivement, on peut facilement les récupérer. Ça, c'est une magnifique photo avec, on va dire, des lits lourdes à la suite d'un soutirage. Donc, c'est pas très compliqué, effectivement, sur un blanc ou un rosé, d'aller récupérer ce genre de produits de matière. Excusez-moi, ça bip, c'est pas bon endroit. Là. On va avoir, si on fait la malo sur les blancs ou les rosés, on va pouvoir avoir aussi des lits de fermentation malolactique, donc des lits de bactéries. Excusez-moi. On va avoir aussi des lits d'élevage, qui là aussi sont
probablement des levures. Et puis par ailleurs, si effectivement on se retrouve avec des lits même mortes et inactives dans la bouteille, généralement, ça fait des traces au fond de la bouteille et c'est pas ce que le consommateur attend des vins que l'on peut commercialiser, généralement. Donc, en blanc et en rosé, c'est plus facile de travailler les lits. On est en phase liquide, ça va se remettre en suspension beaucoup plus facilement. Un pompage, un brassage, un bâtonnage. Et globalement, on peut récupérer les lits aussi plus facilement pour pouvoir les travailler à droite ou à gauche, juste par un soutirage. Donc déjà, on a une efficacité de travail plus importante sur les blancs et les roses. Bon, pareil, un mélange microbien et un effet risqué. Je vais reprendre un peu les effets qu'a décrit Caroline de façon un peu précise, on va dire scientifique, pour alors c'est un catalogue, vraiment pour vous parler un peu de ce que l'on peut faire, ce qui se fait à droite ou à gauche, certainement dans vos caves. Et voilà. Alors, les premiers effets que moi je considère importants au niveau microbiologique des lits, de ce pouvoir des lits, c'est d'abord leur aspect microbiologique. Et quelquefois, on a besoin des lits, surtout sur ces aspects-là. Après, on a effectivement des aspects gustatifs. Mais bien sûr, il y a des effets négatifs sur lesquels il faut être bien, avoir ça en tête, notamment l'aspect, les risques microbiologiques. On verra ensuite, à la fin, la partie élevage, comment on fait pour… Quand est-ce qu'on finit l'élevage sur lit? Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut le mettre en bouteille, le vin. Et comment on peut aussi conserver ces lits un peu plus longtemps que, à la rigueur, ce que nous permet la réglementation véritablement. Bon, je vais venir là-dessus petit à petit. Les effets microbiologiques sur les lits, la première d'utilisation, c'est que les lits, ce sont des lits fraîches, ce sont souvent des lits dans lesquels les levures sont encore actives et qui ont en plus cette capacité d'avoir subi l'augmentation de l'alcool petit à petit. Donc, généralement, elles résistent passablement mieux à l'alcool que des levures réhydratées juste à l'instant. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser les lits pour, allez, on va essayer d'aider, de dynamiser, de booster un peu une fin de fermentation un peu délicate par une cuve qui vient juste de finir. Donc, il faut effectivement des lits avec une FA fraîchement finie, des lits non sulfités, bien sûr, et qui sentent bon. Alors, comme l'a dit Caroline, le travail du vigneron et à la rigueur aidé de son consultant est essentiel parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à mesurer et ce n'est que la dégustation qui va permettre de sécuriser un peu. Donc, il faut que les lits sentent bon. Il faut qu'elles soient bien sûr saines, c'est-à-dire qu'elles viennent d'une fermentation alcoolique qui s'est fait sainement, complète, rapide, sans départ de malo, intempestif, ce genre de choses. Vous comprenez bien que si on va utiliser des lits fraîches pour réensemencer ou recoloniser un jus qui est en arrêt de fermentation, si c'est pour lui apporter plus de problèmes que de solutions, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et l'autre condition, c'est qu'effectivement, qu'on ait un degré d'alcool des lits du vin qui soit supérieur à celui qui est en arrêt, de façon à ce que les levures soient acclimatées à cet alcool. Donc ça, c'est une technique de reprise de fermentation que généralement vos consultants en le conseil ont l'habitude d'utiliser et de manipuler. Alors là, pareil, lorsqu'on est en rouge, c'est plus compliqué, inévitablement. Et donc, souvent, ce que moi je fais faire, c'est plutôt du repassage sous marc. On bascule un peu les jus sur des mares, voilà. Et inévitablement, on coupe un peu le problème en deux. Comment on contrôle cette efficacité? Comment on arrive à voir si les lits ont véritablement un effet microbiologique sur le vin qui est en arrêt? On va suivre la densité. On va suivre aussi analytiquement, lorsque la densité est trop basse, que le multimètre n'est pas assez précis, c'est l'analyse et le laboratoire qui va permettre là-dessus. Et un contrôle gustatif, parce que c'est un point essentiel. Il faut vraiment que ça sente bon, il ne faut pas que ça sente trop la dérive, sinon il y a un risque sous-jacent. Donc faites attention aux contaminations croisées. Quelquefois, alors je marque IGA, c'est le menu analytique dans les laboratoires pour voir si on n'a que des levures là-dedans.
Et souvent, par contre, le repiquage directement d'un jus qui fermente, qui est en fin de fermentation, va être tout aussi efficace, voire même un peu plus sécuritaire que du travail de lit. Quelquefois, c'est un peu plus délicat. Lit de FML, c'est le travail que je pense que tous les vignerons ont eu ce genre d'expérience. Voilà. Souvent, on prend des lits d'une fin de malo, hop, on le met dans un autre vin rouge et la malo s'enclenche assez rapidement derrière. Ça marche bien. Pareil, il y a des risques, hein. Il faut que les lits sentent bon. Il faut que ça soit des malos qui soient optimales, sur lesquels on n'a pas des montées de volatiles trop importantes. Donc tout ça, c'est assez quand même assez délicat. Bon, on a beau avoir les bactéries sèches actives maintenant qui nous aident bien, c'est quand même un outil régulièrement utilisé, je crois, dans on va dire 95% des cas dans les cas. Donc, comment on contrôle l'efficacité? Pareil, gustativement et analytiquement, généralement, la malo s'enclenche, sinon, c'est qu'il y a un autre facteur par ailleurs qu'on maîtrise mal. Pareil, attention aux contaminations. Et ça marche très très bien aussi le vin directement, hein. Le vin qui a fini sa malo non sulfité, généralement, c'est un très bon milieu microbiologiquement parlant, c'est certainement le plus efficace. Au niveau des effets microbiologiques, alors vous avez vu que j'ai parlé d'abord de tout ce qui était réensemencement, on repeuple, on remet de la vie. Des lits, normalement, c'est plutôt des choses mortes dans la définition. Mais comme il y a encore un peu de vie dedans, on va l'utiliser. Parmi cette vie microbiologique dans les lits, il y a aussi la consommation de l'éthanol. Donc, notamment pour les personnes en biodynamie, et ainsi de suite, on va chercher vraiment à avoir un SO2 le plus efficace possible. Et par rapport à ça, la consommation de l'éthanol est quelque chose d'avoir vraiment à prendre en tête. Alors, c'est un schéma que vous avez déjà dû voir par ailleurs, qui a été établi par l'ICV il y a de ça quelques années. Donc, on a de la production d'éthanol normale, logique, par la levure. Au cours de la fermentation, on va avoir une montée de la concentration d'éthanol et à partir du milieu de la fermentation, au contraire, on va avoir une diminution de l'éthanol qui est consommé par les levures. Et malheureusement, en fin de fermentation, la levure n'a pas tout consommé. Et donc, à partir de là, il faut effectivement favoriser la consommation par les levures du reste d'éthanol. Et c'est là qu'on va effectivement laisser les lits un tout petit peu agir pour avoir une diminution de l'éthanol. Vous voyez, j'ai marqué qu'on peut le faire aussi à l'azote, mais les lits ont vraiment cette propriété. Et lorsqu'on a une fermentation malolactique à la suite, donc voilà, avec la courbe rouge qui décrit les bactéries, on a aussi là une consommation importante de l'éthanol grâce aux lits de malo. Donc, ça peut être là aussi intéressant, des lits de bactéries qui sont consommatrices de l'éthanol et donc on va avoir une efficacité plus importante à la suite. Je ne vous décris pas la suite, ce n'est pas la peine. Donc pareil, là, on a les outils analytiques pour voir si les lits ont bien consommé l'éthanol et si petit à petit, on arrive à avoir l'éthanol qui diminue au niveau analyse. Ça marche très très bien et c'est un outil que les laboratoires ICV maîtrisent complètement. Quatrième point par rapport à l'effet microbiologique des lits. Alors là, je m'oriente vraiment sur peut-être pas tout le monde qui suit cette formation, ce webinaire sont dans ce style-là. On a pour les cahiers des charges Déméter et méthode naturelle, on n'a pas le droit de nourrir les levures. Bon, c'est un choix du vigneron, mais c'est une contrainte pour l'œnologie, pour la vie de la levure. Globalement, on a des milieux, notamment sur l'arc méditerranéen, peu d'azote assimilable. En biodynamie, pas plus qu'ailleurs. Et donc, effectivement, comment on peut faire? Alors, l'idée, c'est d'utiliser les lits comme nutriments pour les levures qui vont fermenter. Donc, on utilise un sous-produit de la fermentation, les lits.
Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des levures mortes qui vont libérer, comme l'a dit Caroline, de l'azote, des vitamines, des minéraux, plein de choses qui, en fin de compte, la levure qui va fermenter va avoir besoin. La grosse difficulté, c'est qu'il faut que ces lits soient complètement mortes, parce que sinon, c'est une contamination microbiologique qu'on va faire. Donc, c'est ce gros problème-là qui est sous-jacent. Et puis en plus, il faudrait arriver à effectivement accélérer l'autolyse qui souvent n'est pas aussi simple que ça. Donc, bon, pour moi, le point clé, c'est d'arriver à avoir des lits stérilisés, donc dans lequel il n'y a plus d'activité microbiologique du tout, de façon à apporter effectivement sur des levures qui fermentent de l'azote, des minéraux et de la nutrition pour nos levures indigènes. Voilà. Je passe là-dessus. Sur les effets gustatifs, je vais aller un peu plus vite. Sur les effets gustatifs, effectivement, on va parler d'effets enrobants, rafraîchissants, ainsi de suite. Généralement, on devrait pouvoir faire ça uniquement avec des levures mortes, donc des lits dans lesquels il n'y a plus du tout d'activité microbiologique et vivante. Alors effectivement, on a le premier effet que l'on cherche généralement quand on fait une élevage sur lit, c'est un effet enrobage, prise de bouche plus importante, plus de rondeur, plus de finesse, des tanins plus enrobés, ainsi de suite. Donc en blanc et en rosé, ou pour les rouges qui se font en phase liquide, ce n'est pas très compliqué, il suffit effectivement de bâtonner pour remettre en suspension. On va avoir une libération dans le temps des polysaccharides et effectivement, on travaille surtout avec des lits de levure parce que c'est celle qui certainement apporte le plus par rapport à des bactéries. Plusieurs techniques. Le travail sur lit légère, hein, comme vous l'a indiqué Caroline, donc on remet la cuve en suspension 24 heures avant le soutirage. Tout ce qui tombe au fond, c'est des lits lourdes que l'on va évacuer et on va maintenir les lits légères en suspension pendant un certain laps de temps. D'autres techniques existent, notamment le travail sur lit total, même sur des vins tranquilles en cuve. Par contre, la pratique doit intégrer quelques points supplémentaires. Premièrement, on va commencer à faire la remise en suspension très tôt, même à 1000 de densité, même lorsqu'on a encore l'activité fermentaire, on va éviter que les lits ne se tassent au fond de la cuve. Donc, il faut absolument remettre en suspension les lits pour éviter d'avoir un tassement. Pour éviter d'avoir un tassement des lits, on va éviter de mettre des colles. Donc, tout ce qui est collage, notamment des colles un peu fortes qui vont avoir tendance à tasser les lits, il faut les éviter si on veut vraiment travailler un élevage sur lit complet. Et pour limiter les problèmes de réduction qui apparaissent lorsqu'on est en contact du SO2 et des lits, eh bien, il faut arriver à décaler de 3-4 jours le sulfitage de façon à éviter la sulfite réductase, donc une enzyme qui va produire des sulfites et donc des sulfates et donc de la réduction. Voilà. Ça fait partie des choses un peu délicates. Ça existe. C'est une technique qui est souvent utilisée plus sur bois que sur cuve, mais ça existe aussi sur cuve. Troisième technique que j'ai pu voir ou que je peux faire moi pratiquer auprès de mes clients en blanc ou en rosé, c'est de surcharger une cuve avec les lits des autres. Parce que généralement, on est à entre 1 et 2% de lits dans une cuve. A priori, en niveau réglementaire, je l'ai appris grâce à Caroline aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 5%, mais pas plus. Donc, on peut au moins ramener l'équivalent de 2 ou 3 cuves fermentées. On récupère les lits et on va les mettre dans une cuve pour surcharger en lit une cuve. Donc, on fait vraiment l'élevage sur lit sur une cuve, mais avec un effet quantitatif beaucoup plus important. Comment ça se réalise en cave? Alors là, on a un peu de tout. La méthode traditionnelle, on va dire, c'est quand même la barrique, donc avec un bâtonnage. On a de tout, du bâton. Généralement, c'est plutôt effectivement la canne en inox. On a des systèmes rotatifs, une marque qui s'appelle Oxoline, que je vois de temps en temps dans certaines caves, où les barriques sont positionnées sur des anneaux roulants. Et effectivement, avec un bouchon bien serré, on peut arriver à faire tourner la barrique et en bout de 2-3 remuages,
vous avez les lits qui sont complètement homogénéisés dans le volume. L'avantage, c'est qu'on n'ouvre pas, donc on n'a pas ce phénomène de petite oxygénation qu'on peut avoir avec le bâtonnage. On a aussi les cuves œufs. Alors, les cuves en forme d'œuf, ce n'est pas uniquement de la cuverie béton. Ça existe en bois, ça va avoir un certain coût. Ça existe en résine, plus ou moins travaillée. Ce qui est indiqué par rapport à ça, c'est qu'effectivement, alors des mouvements browniens ou autres seraient plus facilités par cette forme d'œuf, et donc on aurait des lits qui se maintiennent en suspension plus longtemps. C'est pas si évident que ça. J'ai pu voir des lits sur œuf, mais descendre très très vite, et d'autres rester en suspension beaucoup plus longtemps. Est-ce que la forme œuf aide? Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup plus dans la matière même du jus de raisin, des propriétés colloïdales qui fait que les lits se déposent plus ou moins vite. Sur les cuves, ça existe. On peut avoir des systèmes rotatifs immergés. On peut pomper et faire des refoulements dans la cuve, sans air bien sûr, mais pour arriver à remettre en suspension les lits. On peut utiliser des gaz neutres. Moi, en Provence, ça se fait beaucoup. Ils ont des sticks, des pelets de neige carbonique. Bon, ils balancent une petite pelletée dans la cuve et effectivement, on voit le gaz sortir et puis on voit les lits remonter un tout petit peu en suspension. Voilà, donc on a plusieurs techniques comme ça. Toutes ne sont pas autant équivalentes parce qu'un pellet de neige carbonique, il ne va pas remuer énormément, notamment sur des lits lourdes, les lits totales. Voilà, donc en fonction d'eux, le système n'est pas complètement opérationnel. Pour ce qui est du bois et de l'élevage sur lit, on va avoir essentiellement deux formes. Donc tout ce qui est tronconique en bois ou d'ailleurs en inox, vous voyez que la surface de lit va être très large. Donc pour arriver à les remettre en suspension, ça va être un peu plus délicat. La forme barrique ou ovale, elle, au contraire, va avoir tendance à ramener les lits au fond. Et donc, on va avoir peut-être plus facilement pour les remettre en suspension, mais elles vont aussi redescendre plus facilement. Donc, ce n'est pas si évident que ça d'avoir une forme plus adaptée qu'une autre. Je pense que les foudres ont été largement développées sous cette forme-là parce que, effectivement, au cours du temps, les lits descendent. Donc, c'est plus pour récupérer les lits et faire des soutirages propres que véritablement pour les remettre en suspension. Mais l'un peut aller avec l'autre. La réalisation, Caroline en a parlé, effectivement, elle nous a parlé que le bâtonnage, on bâtonne. Et puis la perception, c'est à chacun qui se fait son idée, sa dégustation, ainsi de suite. Donc les rythmes de bâtonnage et de remise en suspension, ça peut être du quotidien, notamment au tout début. Après, on passe généralement à 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, ainsi de suite. Donc le rythme est de plus en plus large au fur et à mesure que l'on fait l'élevage. Et la durée totale de l'élevage, ça peut être quelques jours, voire plusieurs mois, selon globalement comment on arrive à le piloter, comment on arrive à le déguster. C'est vraiment la dégustation qui va nous aider là-dessus. Donc le pilotage, ce que moi je propose souvent aux clients qui font de l'élevage sur lit, c'est de faire une dégustation avant et une dégustation après le bâtonnage, ce qui permet de mesurer, d'apprécier la qualité des lits, notamment leur amertume, parce que Caroline nous a marqué là dans un petit tableau les aspects azotés, les apports azotés, il peut y avoir de l'amertume là-dedans. Et souvent, on a tendance à arrêter l'élevage sur lit parce qu'on gagne plus en amertume que ce qu'on gagne en gras. Et donc, effectivement, on a quelquefois des lits qui sont plus amers et qu'il vaut mieux enlever parce que ça ne va pas dans l'objectif que l'on attend. On peut aussi, au travers de la dégustation, gérer l'oxydoréduction. Si votre vin est réduit, il faut remettre en suspension les lits. Si ça amplifie le problème, il faut arrêter, on soutire et puis on règle. Et voilà. Pareil, une oxydation qui est trop marquée, est-ce que c'est parce qu'on a diminué trop les bâtonnages ou parce qu'on ouvre trop la barrique souvent? Ce n'est que la dégustation avant, après qui va pouvoir vous répondre à cette question-là.
Le pilotage, le contrôle, c'est pas que gustatif, c'est essentiellement gustatif, mais c'est aussi analytique. Bien sûr, il faut vérifier le SO2, il faut vérifier la volatile, qu'on n'ait pas une dérive microbiologique qui interfère là-dedans. Voilà. Alors, pour vraiment des cas concrets où on a perçu les améliorations gustatives, je n'ai pas trouvé vraiment de données là-dessus sur des expérimentations, on va dire, de terrain. Donc ça date de 2006, ça date d'un petit moment. C'était l'ITV, donc l'IFV de Tours, qui avait travaillé là-dessus. Globalement, l'élevage sur lit, sur les aspects olfactifs, c'est compliqué. Sur le fruité, c'est compliqué. C'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que lorsqu'on fait une comparaison avec ou sans, généralement, gustativement, on le perçoit. C'est plus difficile à mesurer au travers d'un examen analytique précis et un peu plus scientifique. Sur les effets arrondissants, je mets un cas particulier par rapport au rouge. En fait, lorsqu'on fait des macérations post-fermentaires assez longues, on fait une élevage sur lit. Le problème, c'est que cette élevage sur lit, les lits vont se tasser et quelquefois, on va avoir un peu de réduction qui va apparaître, d'où l'idée d'arriver à remettre en suspension les lits, même en rouge, même sous marc. Je n'ai pas encore trouvé de solution, je n'ai pas vu de solution efficace là-dessus. Ce que l'on peut trouver sur Internet, quelquefois, c'est des schémas, voilà, comme ça, avec des systèmes de turbopligeurs qui sont mis au fond de la cuve. Voilà, j'avais retrouvé un schéma sur un site tout à fait d'amateurs de vin qui expliquait qu'on pouvait faire des remontages sous le marc. Ce n'est pas si évident que ça, vous le savez très bien. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, il y a le fagot généralement ou la grille, donc on ne peut pas souffler par cet endroit-là. Et pour remettre en suspension, il faut passer à travers le marc, donc turbopigeur. Alors on peut avoir des cuves, les cuves Fabry par exemple, ou les cuves rotatives. On peut essayer de travailler un peu les lits là-dessus, mais attention à ne pas trop travailler le marc. Voilà. Des manches rigides pour passer à travers, ainsi de suite. Effet rafraîchissant, on a un effet rafraîchissant avec les lits par la consommation d'oxygène, voire la consommation d'éthanol. Généralement, c'est un très bon moyen pour rafraîchir un vin. Donc, généralement, on parle du nouveau millésime, les nouvelles lits fraîches qui vont aider un millésime plus ancien. Donc ça se fait par ajout de lits légères ou totales, sulfitées. Ouais, bien sûr, on va éviter d'apporter de micro-organismes. Là aussi, on peut charger plus ou moins. Et puis, on peut là aussi croiser, mettre des lits de blanc sur du blanc, des lits de blanc sur rosé. Là, la réglementation ne nous indique pas de couleur des lits. Bon, attention quand même, il peut y avoir un effet quand même décolorant, notamment des lits de blanc ou de rosé sur des lits de rouge, sur des vins rouges. Excusez-moi. Pareil, la réalisation, le pilotage, c'est un rythme de bâtonnage sur une durée de temps totale. Et globalement, ça va se piloter à la dégustation et voir l'analyse. Alors, j'extrapole en fait cet effet rafraîchissant des vins, des lits que l'on peut avoir d'un millésime sur l'autre. En fait, pourquoi ne pas le faire aussi sur le même millésime, mais en croisant cette fois-ci des origines différentes des lits? C'est quelque chose que moi j'ai eu fait pour des clients qui aimaient beaucoup travailler sur les lits en rosé, prenaient des lits de Grenache et on venait mettre ça sur des Mourvèdres et inversement des lits de Mourvèdres plutôt réductrices qu'on mettait sur des fins de fermentation de Grenache. Ça permet d'équilibrer un peu les potentiels redox des vins, d'apporter un peu de structure sur du Grenache et apporter un peu plus de finesse sur un Mourvèdre. Donc ça reste très très intéressant, mais il faut connaître ses lits, ses cépages, son terroir, un véritable travail de vigneron. Donc voilà, on peut avoir travaillé cépage réducteur, cépage oxydatif, des levures qui ont tendance à apporter du thiol, on peut les utiliser, ces lits de levure thiol, plutôt pour apporter un peu d'aromatique sur des jus peu aromatiques, sur des vins finis peu aromatiques, ainsi de suite. Donc on peut croiser, il faut arriver à avoir un peu d'imagination là-dedans. Puis là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en discuter avec votre œnologue conseil qui va là aussi vous aider, vous aiguiller là-dessus. Même technique, lit légère, lit total,
surcharge de lit, on peut avoir de tout. Voilà. Ça peut être un effet complexifiant qui peut être très intéressant. Et je passe sur le pilotage, c'est le même système. Sur les effets des colorants, alors ce n'est pas énormément de données là-dessus, notamment sur les rosés, vous savez qu'en Provence, on aime gérer la couleur au millimètre. Il y a eu des essais d'analyse qui ont montré qu'effectivement, à partir d'un témoin, avec 2 mois d'élevage, lorsqu'on rajoute 1% de lit, ben on arrive à avoir une diminution du B, donc de la partie jaune de la couleur, assez nette, et une diminution aussi un tout petit peu de la partie rouge. Le seul problème, c'est que vous voyez, ça marche bien voilà, pour ce cas-là, pour ce témoin-là. Par contre, pour un témoin qui serait plus coloré, plus jaune et plus rouge, ben, l'effet, il n'est vraiment pas si évident que ça. Ça peut être un outil, voilà. A contrario, sur un rouge, ça peut aussi avoir tendance à décolorer. J'ai fait un essai avec, pour essayer d'enrober un rouge, fin de fermentation alcoolique, décuvé, phase liquide, avec des lits de rosé. En intensité colorante, on perdait facilement 1, voire 2 points d'intensité colorante. Donc, il ne faut pas le faire obligatoirement sur des vins trop faibles déjà à la part en couleur. Je vais prendre encore quelques minutes pour parler des effets négatifs. Alors, un des effets négatifs que j'ai pu rencontrer et qui est quelquefois à prendre en considération, c'est un effet retardant sur les stabilités tartriques. Alors, d'un côté, les lits vont apporter un système colloïdal qui va favoriser la stabilité tartrique, mais à l'inverse, en fait, elle empêche globalement la cristallisation, donc le rapprochement de ces cristaux. Donc, si on veut avoir une bonne cristallisation de l'acide tartrique, des tartrates de potassium de façon naturelle avec le froid, et il vaut mieux travailler sur un vin limpide, sur lequel on n'a plus de lit. Bon, globalement, c'est ça l'idée, et voilà. Ça peut gêner les précipitations tartriques, les précipitations de protéines, la matière colorante, enfin tout ce qui normalement va tomber tout seul au fond de la cuve, les lits vont avoir un phénomène colloïdal qui va permettre de le maintenir. Donc, si on veut favoriser, il faut enlever les lits. Ce n'est pas le point le plus essentiel en soi, je suis d'accord avec vous. Par contre, le point le plus négatif que l'on peut rencontrer, c'est effectivement les aspects microbiologiques et les risques microbiologiques qu'on a dans les lits. Alors ça, c'est un document très intéressant. On est sur une cuve au début de la campagne, début de la fermentation, enfin début de vendange, on va dire, et une cuve, elle, qui est plutôt fin de campagne, fin de vendange. On est, ça s'intègre dans un système de conservation des lits, je n'en parle pas pour le moment. Donc on est mi-fermentation. Ben, quand on voit ce qu'il y a dans les cuves, ben, en début de campagne, généralement, c'est très propre. On a essentiellement des Saccharomyces, on est content. On parle des lits, donc je vais tout de suite dans les lits. Pour cette cuve 1, déjà, en fin de fermentation, dans les lits, quand on fait déjà une analyse microbiologique, eh ben, on voit qu'on n'a pas que des lits. On a essentiellement de la levure, tant mieux. On a un peu de non-Saccharomyces. On a des brettes, des petites bébêtes qui nous plaît pas trop. Et puis, on a quand même voilà, un 10 puissance 5 de bactéries. Donc, ces lits, globalement, celles que vous avez dans vos cuves, en début de ferment, même en début de campagne, c'est quand même effectivement un mélange microbiologique qui est loin d'être unique. Alors, si jamais on regarde ça plutôt sur une cuve en fin de campagne, ben là, on a tout qui est augmenté, notamment la partie bactérie qui est largement augmentée. C'est ce que représentent mes petits schémas-là. Et donc, effectivement, un panneau, attention, on a des risques de contamination croisée en utilisant des lits comme ça. Je fais quand même, à un moment, il faut quand même arriver à finir l'élevage sur lit. Donc, la question, c'est pourquoi, quand, comment. Ben, généralement, c'est soit un problème analytique, on a une montée de volatile, quelque chose qui se passe, c'est un indicateur d'une vie microbiologique qui ne se passe pas correctement. Donc ça va être déjà un premier niveau où on va épurer le milieu microbiologique des lits en faisant un soutirage. Donc on enlève les lits suite à un problème analytique. Ça peut être bien sûr un problème gustatif, une réduction, une oxydation, une dérive microbiologique, de l'amertume qui apparaît. Mais généralement, c'est le point où on va se dire, allez, hop, on enlève les lits
et on va finir l'élevage du vin en phase propre, limpide. Et un problème microbiologique. Vous voyez que tout ça, c'est lié. Hein, analyse, microbio, réduction, tout ça, c'est un peu le même problème. Et puis, bien sûr, à un moment, on va le mettre en bouteille, le vin, donc il va falloir quand même se mettre en tête de le rendre limpide et de le positionner pour un conditionnement. Première opération, c'est le soutirage. C'est le meilleur moyen. Soutirage, mais qui va être suivi de sulfitage, de collage, de filtration pour à chaque fois réduire la population microbiologique et les lits pour rendre le vin le plus limpide possible. Et là-dessus, attention, les conditions de conservation sont essentielles. Réduire au maximum la présence d'oxygène, bien sûr, et les températures. Un vin qui est plutôt froid va évoluer moins vite. Juste, j'ai un graphique hyper important à vous présenter. L'intérêt du soutirage. On prend un témoin. Alors, l'indicateur, là, c'est le Brett. Hein, c'est vraiment l'indicateur favori pour mesurer le risque de microbiologique. Donc, si on prend un témoin qui a déjà beaucoup de Brett, 11 jours après, et généralement, il en a même un peu plus. Si par contre vous sulfitez, effectivement, au bout de 11 jours, la population aura diminué. Par contre, si vous sulfitez et que vous faites un soutirage rapide après le sulfitage, vous voyez qu'à 11 jours, on n'a plus rien. Donc le SO2, c'est bien, oui, mais aider avec un soutirage, c'est essentiel. Maintenant, un soutirage, ça ne veut pas dire obligatoirement prise d'air et ce genre de choses. Il faut savoir soutirer délicatement. Le travail sur les lits, c'est aussi un travail de soutirage et de travail en finesse sur les soutirages. Allez, je vais bientôt fini. Conservation des lits. Comment on peut arriver à conserver des lits d'un millésime sur l'autre. Ça intéresse beaucoup les personnes en biodynamie, ce genre de choses. Je reprends mon exemple donc, de la cuve en début de campagne et fin de campagne. Lorsqu'on congèle les lits après 9 mois, ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement, on a encore des levures et des bactéries présentes. Donc, la congélation ne tue pas. Et si on part sur quelque chose qui est même en fin de campagne, on va avoir autant de bactéries que de levures. Donc, autrement dit, ce n'est pas évident de nourrir des levures du millésime futur avec des choses qu'on aura congelées. C'est vraiment loin d'être évident. Donc, je vous ai parlé, c'est un peu ce que moi, j'essaie d'orienter certains vignerons biodynamie là-dessus, c'est de stériliser par des bains-maries à plus de 90 degrés pendant 30 minutes. On fait de la confiture de lit. C'est un sacré boulot, donc autrement dit, il faut quand même essayer de faire ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui peut s'amuser à faire ce genre de choses. Parce que la congélation est insuffisante. Il y a des effets passage à la lampe UV, mais peut-être qu'effectivement, les idées qui ont été amenées par Caroline, là, les dernières méthodes utilisées en OIV sur l'ultrason pourraient être quelque chose d'assez intéressant. Le but du jeu, c'est de tuer la levure. Hein. On veut stériliser les lits. Donc, en conclusion pour moi, et je passerai la main ensuite à Jérôme, le travail des lits, c'est très intéressant, que ce soit pour les aspects microbiologiques, consommation de l'éthanol, tenue du SO2, fraîcheur, aromatique, ainsi de suite. C'est risqué, parce qu'on travaille avec un milieu microbiologique qui est avec une grosse biodiversité dedans, et c'est long. Donc c'est long, c'est coûteux en énergie, en main-d'œuvre, ainsi de suite. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça ne se justifie véritablement que si vous valorisez assez fortement les vins sur lesquels on fait une élevage sur lit. Il faut vraiment avoir ça en tête. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Merci pour votre attention et je vais passer la main à Jérôme qui va nous parler là de levure, mais on aura déjà travaillé par rapport à ça. Jérôme, je t'envoie le partage. Eh bien, bonjour à tous. Juste un petit préambule avant de démarrer ma présentation. On va un tout petit peu déborder par rapport au webinaire là. Donc voilà, si vous voulez déjà commencer à envoyer vos questions sur tout ce qui a été présenté, n'hésitez pas. Voilà.
Alors moi, ma partie, ça concerne donc les levures sèches inactivées. Karine vous en a parlé un tout petit peu dans sa présentation. Alors pourquoi les levures sèches inactivées en complément de tout ce qui vient d'être dit? Parce qu'en fait, on peut les utiliser en substitution des lits issus de la fermentation. Ces levures sèches inactivées, pourquoi on va les utiliser? On va le voir, on va essayer de définir un tout petit peu ce que c'est, pourquoi elles ont été développées, dans quelles conditions on peut les utiliser. Et on détaillera un petit peu la gamme ICV sur cet auxiliaire de vinification, puisque c'est un auxiliaire de vinification. Alors, si ça veut bien marcher. Alors, la définition, on va dire assez rapide d'une levure sèche inactivée. Comme son nom l'indique, c'est une levure œnologique. Donc, elle a été sélectionnée, cette levure, pour sa richesse en composés, donc, tels que les manoprotéines et les polysaccharides. On verra qu'on a d'autres composés, on a notamment le glutathion, on le verra un petit peu après. Elles ont subi un traitement d'inactivation. Donc, ça veut dire qu'elles ne fermenteront pas dans le milieu lorsqu'on les aura introduites lors de la fermentation. Ce traitement va conditionner la vitesse de l'autolyse, puisqu'elles réalisent une autolyse, comme les levures issues de la fermentation. Et cette autolyse donc, va libérer les fameux composés pour lesquels elles ont été sélectionnées. Donc, on les verra après. Donc, les deux paramètres importants concernant les levures sèches inactivées, ce sont la levure qu'on a sélectionnée, puisque elle renferme un certain nombre de composés très intéressants pour on va dire l'impact qu'elle aura sur le produit, et le traitement d'inactivation qui va lui conditionner la vitesse de libération de ces composés, ce qui va avoir aussi, ce qui va être important à prendre en compte lors de leur utilisation. Alors, on l'a rappelé, Caroline l'a rappelé, elles ne sont pas autorisées sur vin fini et seulement pour traiter le traitement des OTA. Voilà. Alors, pourquoi les a-t-on développées? Reproduction de phénomène naturel, qui est l'autolyse, pour la libération de composés, qui là vont être assez ciblés, puisqu'on va maîtriser ce procédé-là. On aura des résultats prévisibles, puisque la levure sélectionnée va être sélectionnée pour un type de composé, manoprotéines, glutathion. Donc on sait ce qu'on va obtenir, on va dire, dans le jus, dans le vin, le jus en cours de fermentation. Mais il y aura quand même certaines conditions pour que ce procédé, cette autolyse se réalise bien. Caroline et Julien en ont parlé un petit peu avant, on en reparlera très rapidement après. Il faudra en tenir compte aussi lorsqu'on utilisera les LSI. L'un des raisons majeures pour lesquelles on les a aussi développées, c'est le risque microbiologique. Julien en a parlé juste avant. Avec les lits de vinification, mais on a quand même un gros risque microbiologique là qu'on a complètement enlevé. Ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on les utilise, donc du coup, le choix du type de LSI, alors ça va dépendre de l'objectif final qu'on aura sur le produit. C'est qu'est-ce qu'on veut amener sur le jus ou le vin en cours de FA, quelle est la problématique, comment on peut la résoudre. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de tout ça. Le positionnement de l'apport, donc ça peut être en début, en fin de vinification, ça va être assez important. Et aussi la durée et les conditions de l'autolyse. Donc la durée, c'est le temps de contact qu'aura la levure sèche inactivée pour la libération de son autolyse, parce qu'on va voir que chaque LSI a une vitesse d'autolyse un peu différente. La température du milieu, on l'a vu, la richesse en polyphénol, voilà, tout ça, ce sont des paramètres qui vont aussi jouer sur l'autolyse des levures sèches inactivées, comme ça joue sur la vitesse d'autolyse des levures de fermentation. Alors, un petit schéma que vous a montré Caroline, c'était juste pour vous montrer que dans les gains, on va dire, de l'utilisation de LSI, on a ce côté sécurité fermentaire et ce côté ciblage, on va dire, des impacts, mais on voit aussi quand même qu'on a un gain de rapidité, puisque vous voyez que les LSI de l'ICV, la majorité, on parle d'une dizaine de jours pour réaliser l'autolyse,
Une LSI, le noblesse pour la citer, elle, c'est de l'ordre de voilà, 3-5 mois. Alors que sur l'autolyse des levures, alors tout ça c'est pour une température donnée, hein, pour une même température. Pour l'autolyse des levures donc, de F1, ben là on est supérieur à 6 mois. Voilà, donc on a un gain en plus de temps sur l'autolyse. Alors dans les effets recherchés pour l'utilisation de levures sèches inactivées, on a l'augmentation du volume en bouche et la rondeur, donc essentiellement provoqué par des composés comme les polysaccharides et dont les monoprotéines. Pour cela, quand on est en blanc ou en rosé, on a dans la gamme ICV, on a le booster blanc, donc qui est une LSI qui a une autolyse assez rapide, 10 à 20 jours. Donc positionnement en début de F1 à la dose de 30 grammes métaux. Donc ça, c'est vraiment pour l'enrobage et la prise de gras. Donc ça, c'est assez utile notamment sur des rosés à petit degré, par exemple, ou comme on l'a vu cette année, sur des acidités assez élevées. Ça permet d'enrober un peu ces acidités un petit peu dures sur l'aspect gustatif. Sur les rouges, on a le booster rouge. Idem, positionnement idem, vitesse d'autolyse identique. On est là sur une LSI qui va, elle, axer sur la structuration et le volume en bouche, plus la structuration. Donc, c'est éventuellement à utiliser sur des petites maturités pour essayer un petit peu de les renforcer quand on a un petit manque de maturité. Puis on a le noblesse qui lui aussi va amener cet aspect augmentation de volume en bouche à rondeur. À la différence que lui a une autolyse beaucoup plus longue, donc on voit qu'il déjà il y aura un temps de contact beaucoup plus long pour avoir l'effet. Donc là, on pense peut-être un peu plus d'élevage, donc peut-être des qualités un petit peu plus élevées. On passe ensuite sur un petit tableau qui va montrer en fait l'impact de 2 LSI positionnés en début de FA par rapport à un témoin, juste pour vous montrer que le choix de la LSI est important puisqu'on a 2 profils différents. Et juste pour remontrer aussi que l'effet structurant du booster rouge, on le voit sur le graphe, les petits bâtonnets violets, on voit qu'on augmente l'intensité tannique, on diminue un tout petit peu l'astringence, pas d'impact sur la sécheresse, alors que sur le booster, on augmente largement le volume et on voit qu'on a un gros impact aromatique, ça on le verra après. Sur le rafraîchissement et l'optimisation organoleptique, là, on a une LSI que l'on nomme Punchy à l'ICV, donc sur blanc et rosé, autolyse très rapide. Positionnement, alors on peut le mettre en début de FA, ce qui permet justement d'avoir l'impact sur le côté fraîcheur en bouche et préservation de tout ce qui est aromatique, exotique, thiol. Là, on en a parlé tout à l'heure, l'impact sur la préservation des composés thiolés. Le positionnement en deuxième partie, en fin de FA, donc est possible aussi, c'est un positionnement qui est réalisable. Par contre, là, il faut quand même penser à faire un petit bâtonnage. Donc ça, on en a un petit peu parlé les fois d'avant. Il y avait sur les élevages de lits classiques, on avait des fois des homogénéations, des brassages à faire. Aussi sur les LSI, quand on les utilise de temps en temps, on a des brassages à faire. Donc là, c'est le cas pour le punchy sur le positionné en deuxième partie de FA. Sur le rafraîchissement et optimisation organoleptique, on a aussi le booster rouge, donc qu'on a évoqué juste avant, qui lui permet cette stabilisation aromatique sur les arômes de fruits frais, diminuer les notes végétales. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est une utilisation peut-être plus sur des matières peut-être un petit peu plus maigres, avec des petits retards de maturité. Le booster blanc, que je recite encore une fois aussi, donc qui lui est plus axé sur la stabilisation des notes fruitées fraîches en F1. Et lui, il est intéressant aussi parce qu'il va permettre un rafraîchissement un peu des qualités, notamment quand sur le début de F1, on a eu une petite déviation, une mauvaise évolution sur le début de la F1, et en fin de F1, on peut le positionner un peu pour
regonfler un peu l'aromatique qu'on aurait éventuellement perdu suite à un ralentissement de FA ou un problème d'oxydation, quelque chose comme ça, qui aurait impacté fortement l'aromatique. Là, maintenant, on va parler de la protection contre l'oxydation. Donc là, on est un petit peu moins sur la famille des polysaccharides. On va parler d'un des composés libérés par les LSI qui est le glutathion. Les LSI de l'ICV qui libèrent ce type de composé, on a une nouvelle LSI qui a été sortie cette année qui s'appelle l'oxivore, qu'on utilise en blanc et en rosé. Pareil, avec une autolyse très rapide, donc c'est la LSI la plus riche en glutathion de la gamme ICV, avec un pouvoir oxydant très fort. Donc j'en parle sur blanc et rosé, mais on peut la positionner également sur les rouges, notamment sur les vins sans soufre, donc les vins sans soufre sur les 3 couleurs. Ça peut être très intéressant pour ce côté, on va dire, protection contre l'oxydation qu'on peut avoir grâce à cette LSI. Je reparle du punchy que je vous ai présenté juste avant, qui lui aussi contient pas mal de glutathion et permet donc en plus de ce côté fraîcheur et stabilisation de certaines aromatiques thiolées, et de prévenir aussi les risques d'oxydation. Donc à prendre en compte, il aurait un double rôle. Le booster blanc, alors j'en parle, même si c'est le moins riche en glutathion des 3, il a quand même un effet on va dire de protection contre l'oxydation, mais c'est quand même sa fonction principale ou son rôle principal, c'est quand même plus orienté sur l'effet volume en bouche, comme j'en ai parlé juste avant. Pour le côté complexification de l'aromatique, alors on va reparler d'une LSI que j'ai citée tout à l'heure, donc le Noblesse, qui a l'autolyse la plus longue, comme on l'avait vu sur le petit graphique là. Lui aussi, un peu comme j'ai parlé sur le punchy à un moment donné, on a besoin de faire des mouvements de bâtonnage assez réguliers sur cette LSI pour optimiser au mieux le rendement de son autolyse et la diffusion des composés. Donc l'objectif c'est d'avoir ce rendu final beaucoup plus soyeux. Et donc sur les qualités avec des forts potentiels, on va dire, alcooliques qu'on peut avoir sur des grosses maturités, ça permet de contrebalancer un peu le potentiel alcoolique. Et on va voir juste derrière aussi, lorsqu'après on passe sur des élevages bois, on peut avoir une belle synergie grâce à cette LSI. Donc un petit graphique là, pareil, où on parle d'un témoin et d'une qualité où on aurait mis du Noblesse en F1 avec derrière un élevage sous bois. On fait le point à 5 mois et on s'aperçoit quand même d'une différence, notamment la baisse un peu diminution du végétal et du CV, l'augmentation aromatique, comme on en a parlé tout à l'heure, sur les côtés grillés, confiturés, donc vraiment l'accentuation des sensations sur des sensations mûres, et une augmentation du volume, une baisse de l'astringence, de l'amertume. Donc ça, toujours pareil, aussi obtenu par, il faudra faire des bâtonnages dans les fûts, même si le Noblesse a été introduit en fin de FA, par exemple, notamment. Il faut quand même continuer à faire du brassage. Alors, Julien en a parlé un petit peu aussi, Caroline aussi, sur le fait des fois d'homogénéiser, de brasser les qualités ou les jus pour faciliter les autolyses et les optimiser. Alors, 2-3 petites pistes là pour permettre ça quand on est surtout en phase liquide. C'est vrai que sous Mars c'est un peu plus compliqué, mais on a la pompe immergée, on a le bâtonneur Enodev, on a la carboglace aussi qui marche très bien pour bâtonner, homogénéiser. Les cannes de brassage que vous connaissez tous avec les gaz inertes que sont l'azote et le CO2. Pour les barriques, Caroline l'a montré tout à l'heure, la canne de bâtonnage en inox classique là, permet une bonne efficacité sur le brassage et la remise en suspension. Alors juste pour résumer tout ce que je vous ai présenté, on a 5 LSI dans la gamme ICV, donc 2 qui ont un rôle par leur richesse en glutathion et en manoprotéines, un rôle protecteur et aussi gain de volume et stabilisation aromatique, que sont le booster blanc et le punchy, même si le booster blanc est un peu plus calé sur l'aromatique et le punchy un peu plus sur la protection peut-être.
L'oxivore, qui lui est très riche en glutathion, a uniquement cette propriété-là de protection, on va dire, contre l'oxygène et l'oxydation, et aussi, mais un impact aromatique assez faible. Et ensuite, les deux dernières, Booster Rouge et Noblesse, qui elles sont très riches en monoprotéines et donc en polysaccharides, où là, eh bien, on va avoir peut-être sur l'une un effet un peu plus structurant et l'autre un effet plus volume en bouche. Donc à choisir en fonction des objectifs, hein, comme on a dit, et puis aussi voir avec votre consultant pour peut-être un peu plus d'orientation si vous avez un doute sur leur utilisation. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Je vais rendre la main à Agnès pour conclure ce webinaire. Voilà Agnès, je crois que je t'ai passé la main. Merci Jérôme et merci pour ta concision de ta présentation. Merci Caroline et Julien pour vos présentations également. Je vais laisser quelques temps pour le temps des questions, donc surtout n'hésitez pas via la petite flèche blanche sur fond rouge si vous avez quelques questions et je les transmettrai aux personnes qui ont fait les présentations. Voilà. Pour le moment, pas de questions. On attend encore un petit peu. Ça va peut-être arriver. En attendant, simplement, je voulais vous indiquer que ces présentations, cette visioconférence a été enregistrée et donc elle sera disponible en replay pour ceux qui souhaitent la revoir ou ceux qui n'ont pas pu y assister pourront en prendre connaissance. Voilà, on attend encore un petit peu. Merci en tout cas à tous les trois. Alors, j'ai une question qui arrive. Je vais vous la lire. Alors, première question. Peut-on faire une relation extrait sec et autolyse des levures? Alors, peut-être Caroline. Oui, donc en fait, au cours de l'autolyse, en fait, l'extrait sec diminue. Donc ça peut être. Là, c'est quoi? C'est le rapport entre extrait sec et autolyse? Extrait sec et autolyse des levures, Caroline. Oui. Oui, donc en fait, c'est ça. Normalement, ce qui a été vu, c'est que au cours de l'autolyse, l'extrait sec, donc c'est ce qui est récupéré, séché, étuvé, le poids récolté diminue parce que justement la cellule de levure perd de son contenu et donc en fait ça part dans le vin et ça se retrouve et ce qui reste finalement au fond diminue de taille et de poids. Ok. Quelqu'un veut rajouter autre chose? Alors, je passe à la question suivante. Le booster blanc peut-il aider à gommer le goût de souris? Alors, c'est peut-être une question plus pratique en cave pour Jérôme ou Julien. Jérôme, tu as un résultat, toi, de ton côté, là-dessus? Non, sur des goûts de souris, pas forcément de résultats là-dessus. C'est vrai qu'on parle plutôt de petits sulfitages pour le gommer. C'est vrai que c'est un petit peu le truc à la mode, là, le goût de souris. Mais je ne sais pas si toi, Julien, tu as. Dans l'idée, j'ai jamais trouvé quelque chose qui permettait d'enlever un goût de souris, de l'enlever. Par contre, normalement, effectivement, une LSI riche en glutathion qui va modifier le potentiel redox et le ramener vers un peu les aspects un peu plus séducteurs, ça devrait aider. Après, suffisance, ça m'étonnerait que ça soit suffisant, mais ça devrait pouvoir aider. Alors, c'est vrai que ça peut aider parfois avec un petit sulfitage pour réduire le SO2 qui pourrait être suffisant. On peut aider avec du booster blanc. Ceci dit,
ce qui est facile à faire en cave, qui n'est pas forcément évident à mettre en œuvre en cave, on peut tout à fait le tester en bouteille. Voilà, donc ça peut se tester. C'est vrai que les produits, le booster blanc, lui, va passer en bio, parce qu'après, derrière, il doit, sous-jacent à la question, il peut y avoir d'autres problématiques. Le booster blanc passe en bio, alors que l'oxivore et le punchy, de par leur quantité garantie en glutathion, ne passent pas obligatoirement en bio, enfin, ne passent pas en bio même, hein, de ce que je me rappelle de ce que tu as raconté. Oui. Donc, Julien, le booster blanc non plus, pour le moment. c'est déplorable. Pour le moment, pour le moment. Eh oui. Parce qu'en fait, c'est les LSI à teneur garantie en glutathion ont été mis sous peu dans une catégorie différente, ont été sortis des LSI classiques. Et cette nouvelle catégorie des LSI à teneur garantie en glutathion n'a pas été validée par la réglementation bio, donc c'est à l'étude. Donc du coup, voilà, on est un peu coincé. Ouais, à la rigueur, au choix, par rapport à cette problématique, entre un booster blanc, un punchy ou un oxivore, j'aurais tendance à plutôt essayer les deux derniers, le punchy Oui. ou l'oxivore, par rapport à la problématique. Ok. J'ai une autre question. Existe-t-il une méthode d'analyse qui permet de mesurer l'efficacité ou pas de l'autolyse en dehors de la dégustation? Caroline, et pour toi celle-là. Qui permet de vérifier l'efficacité de l'autolyse. En fait, il y en a qui vérifient que il y en a qui suivent les protéines, qui mesurent les protéines qui sont relarguées, d'autres suivent, pour eux, les facteurs d'autolyse, c'est regarder les sucres. Donc du coup, pour la personne, on va dire lambda, le vinificateur, c'est un peu compliqué effectivement. Il peut peut-être regarder la diminution finalement de ses lits, qui en poids peut-être au fond de sa cuve vont lui paraître, mais après vont lui paraître de volume moins, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le poids sec va diminuer, mais après voilà, ça se fait en études dans les laboratoires. Il y a certains suivis donc pour suivre le relargage, donc l'autolyse, on mesure les protéines, les polysacs ou les lipides, mais voilà, ça, en pratique, non, c'est pas très évident. Ouais. Je crois que Caroline Agnès a eu un problème technique de batterie. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous rejoindre, je pense. J'espère. Ah, peut-être. Ouais, a priori, en tout cas, dans des laboratoires de terrain, ça va être difficile d'avoir une mesure. Ah, ok, Agnès est de retour. On va avoir vraiment des problèmes pour arriver à avoir une mesure chiffrée autre que la dégustation. Agnès, tu es de retour? Ça a l'air d'aller mieux côté batterie, en tout cas. C'est Agnès qui voit les questions, donc du coup… on attend les questions. Yes. Caroline, moi j'ai une question qui est plus réglementaire parce que on fait des pratiques en cave et tu as mis
une référence réglementaire. Question. Donc, tu confirmes, a priori, on ne peut pas utiliser des lits sur un vin vieux, hormis pour traiter un OTA qu'on s'en fout. Mais en fait, ce que moi je peux préconiser ou peut indiquer à des vignerons en leur disant ben, tu mets un peu d'élie, ça va rafraîchir le vin du millésime précédent, ça normalement on n'a pas le droit, quoi. Si, en fait, on peut mettre, il me semble qu'on peut mettre des lits, mais c'est les lits qui doivent être d'un vin jeune. Enfin, mais je pense qu'elles peuvent être mises sur un vin vieux. Mais voilà. En fait, elles doivent provenir elles doivent être, les lits qu'on met, elles doivent être récentes. Donc, bon, le récent, elles doivent contenir des levures. Voilà, elles doivent être fraîches, saines. Donc, bon, saine, on pense que voilà. Mais le fraîche et le récent, c'est un peu flou comme Définition. comme définition. En fait, l'ajout de lit n'a pas une fiche à proprement parler par le règlement, n'a pas de fiche OIV ou n'a pas de fiche d'Union européenne. Elles sont dans un tableau qui a été édité des pratiques autorisées en fait. Parmi les pratiques autorisées, il y a l'utilisation donc pour des lits. Voilà. Et ainsi de suite. OK. Si. Bon, il y a Agnès qui a un petit problème de connexion, juste pour vous dire. Donc, voilà. Juste pour dire aussi qu'il y a, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va, je pense, conclure le webinaire maintenant, hein, du coup. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Caroline et à Julien hein, d'avoir participé. Vous nous avez fait de belles présentations. Merci à Agnès et à Bernard aussi qui m'ont aidé sur la petite partie des LSI. Et puis voilà, hein, on vous dit au revoir et on espère vous revoir tous bientôt. Juste, je crois pour préciser que le webinaire a été enregistré et que oui. il sera, enfin, je sais pas si sera disponible. Il sera disponible sous peu. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.